Je vous ai mis le jour, donc aujourd'hui en calendrier républicain nous serions le tridi 3 Floréal en 227 de la République. Voilà. Un calendrier inventé par Fabre d'Églantine. Le révolutionnaire Billaud Varenne a écrit dans Principes régénérateurs du système social, c'est la philosophie qui dans le silence prépare les révolutions politiques, comme c'est l'oppression qui les motive, le désespoir qui les réalise, l'énergie qui les fait, le contrat social qui les spécifie, la législation qui les fixe, le peuple qui les soutient et qui les consacre, le succès qui les légitime et leur entreprise manquée qui les rend criminels. Alors, la terreur, qu'est-ce que c'est que la terreur? La terreur, en fait, c'est l'histoire d'une majuscule. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à écrire terreur avec un mot majuscule? La terreur est moins une période de l'histoire qu'un mythe politique, voire un fantasme. Très récemment, l'historien Jean-Clément Martin a démontré que la terreur, avec majuscule, est une invention rétrospective. Un mythe fabriqué après la mort de Robespierre pour charger sa mémoire de toutes les violences révolutionnaires. Donc, de quoi parle-t-on? Souvent, quand on parle de la terreur, on parle du gouvernement révolutionnaire, c'est-à-dire de l'état d'exception, en gros de septembre 93 à juillet 94, avec la mort de Robespierre. Alors, quand on parle de terreur, on ne sait pas toujours de quoi on parle, c'est un fantasme. Est-ce qu'on parle de la violence d'État faite par la Convention nationale, ou est-ce qu'on parle de la violence populaire faite par les sans-culottes? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand on parle de la terreur, on parle d'un grand bouleversement, avec des grands bouleversements sociaux qui sont sans précédent. Alors, à partir de ce moment-là, souvent on dit « la terreur, c'est la révolution ». Et dans toute l'idéologie contre-révolutionnaire, on dira, pour parler de la révolution, la terreur. Donc, je m'en tiendrai à cette idée qu'on appelle de manière abusive, je précise bien de manière abusive, la terreur, toutes les violences ayant eu lieu entre juillet 1789, la prise de la Bastille, et juillet 94, la mort de Robespierre. Cette appellation terrible sert de repoussoir visant à condamner toute forme de révolution démocratique, on l'aura compris. Alors, on se pose la question, être en phase avec son temps. Donc, bien sûr, le problème, c'est le déterminant possessif. Sens relatif ou sens possessif? Au sens possessif, quand je dis mon temps, son temps, on pose la question, mais c'est le temps de qui? Y a-t-il un possesseur du temps, un maître du temps? Je suis le maître des horloges, a prétendu récemment un chef d'État très contesté. Donc, une époque, est-ce qu'elle peut être dominée? Est-ce qu'elle peut être un objet d'appartenance? Oui, elle peut être l'appartenance d'une classe. Une classe domine une époque et impose une idéologie qui sert ses intérêts. Au sens relatif, on va pouvoir dire que c'est une époque à laquelle on est relié, plus ou moins volontairement. On est toujours pris dans une époque, mais on peut aussi en être exclu, ou s'en extraire, plus ou moins volontairement. Le misanthrope de Molière, par exemple, Alceste, c'est celui que la nouvelle époque, celle du roi Louis XIV, exclut. Donc il choisit de s'exclure parce qu'il ne se sent plus d'un coup chez lui. Alors, moi, je dirais qu'il faut se méfier autant des déplorations nostalgiques que des injonctions à être de son temps. L'injonction d'être de son temps, cela signifie l'adhésion sans réserve ni question, à l'idéologie de la classe dominante qui accapare les institutions et les médias. Être de son temps, c'est une injonction par nature antiprogressiste, puisqu'elle refuse l'idée d'un autre temps à venir, on pourrait dire celui des solidarités plus vraies, et elle accapare l'idée de progrès en l'amalgamant à une domination de classe qui serait éternelle ou qui devrait l'être, alors que justement l'histoire nous montre que les dominations de classe sont toujours temporelles et éphémères. Donc la question que pose l'adéquation entre un écrivain et son temps est où est-ce que l'on est chez soi? Où suis-je chez moi? Dans quel monde est-ce que j'habite? Et dans quel monde je souhaiterais vivre? Là, je vous présente aujourd'hui 3 auteurs qui sont des acteurs de la Révolution française. Donc, celui qui écrit des fictions n'est pas forcément celui qui se réfugie dans un monde de chimères pour fuir les conflits de son temps, c'est-à-dire l'histoire. Comment agit-on sur le cours de l'histoire? Alors, est-ce qu'on se met dans l'action révolutionnaire ou contre-révolutionnaire? Est-ce qu'on fait des prises de position publiques? Est-ce qu'on compose des fictions, théâtre, romans et nouvelles qui seraient de la littérature engagée?
Ensuite se pose la question de la postérité littéraire. Si les écrivains n'étaient que des hommes de leur temps, est-ce qu'on les lirait encore aujourd'hui? On trouve les œuvres de Sade et de Chateaubriand dans les librairies, traduites dans des dizaines de langues, mais Fabre d'Églantine, eh bien, on ne le connaît plus, on ne le lit plus, ces livres ne sont plus en vente. Donc, je dirais, pour naviguer dans cette époque, il y a deux écueils à éviter. Ce serait de considérer les œuvres de nos écrivains uniquement comme des œuvres de circonstance, ou de considérer leurs œuvres de fiction comme coupées de l'histoire qui se déroule en ce moment. Alors, leur temps et le nôtre. Qu'est-ce qui reste de nos trois auteurs dans la modernité liquide? Sade, il reste des mots liés à la cruauté et à la douleur, le sadomasochisme, être sadique qu'on emploie énormément. Fabre d'Églantine, une romance enfantine qu'on a tous chanté quand on était enfant. Il pleut, bergère, rentre tes blancs moutons. Voilà, c'est lui qui a composé ça, pendant qu'il envoyait joyeusement à la guillotine tous ses copains. Il a aussi inventé un calendrier révolutionnaire dont je vous ai dit qu'aujourd'hui nous serions en l'an 227. Chateaubriand, par contre, qu'est-ce qu'il en reste? Je sais pas, un steak. Quand on rentre dans un restaurant, on peut dire « Je voudrais un Chateaubriand, s'il vous plaît ». Ça vient de lui. C'est tout ce qu'il a laissé. Chacun laisse ce qu'il peut. Alors, le marquis de Sade, le marquis sans culotte, 50 ans au début de la Révolution. Il a connu la guerre de 7 ans, c'est-à-dire la guerre en dentelle. Il vient de cet univers qu'on voit dans Barry Lyndon, la vieille aristocratie de l'époque Louis XV. C'est aussi, on peut dire, un délinquant sexuel, donc il passe plusieurs années à la Bastille. Et puis, vers le 10 juillet 89, on le voit qui est à la fenêtre et qui dit aux gens « Hey, venez me libérer, venez me libérer ». Puis au bout d'un moment, les Parisiens viennent, prennent la Bastille le 14 juillet 89, mais il a été décalé quelques jours avant à Vincennes, donc on a perdu la trace du marquis. Il est libéré après le début de la Révolution, et là il choisit d'embrasser la Révolution, et il va être dans le mouvement révolutionnaire le plus extrême, les déchristianisateurs, les hébertistes. Bien sûr, comme il est anti-chrétien, il s'oppose à Robespierre, et Robespierre, qui commence à avoir de plus en plus de pouvoir fin 93, réussit à l'emprisonner. Après être libéré après la Terreur, il sera à nouveau enfermé, mais cette fois-ci comme aliéné à Charenton. Fabre d'Églantine, le révolutionnaire guillotiné. Il a 40 ans au début de la Révolution. C'est un comédien ambulant, on peut dire un écrivain raté. La Révolution arrive, il devient un révolutionnaire intransigeant dans le sillage de Danton. Au moment de 1792, c'est un publiciste des massacres de septembre. Il dit « Les ennemis de la patrie qui sont dans les prisons, il faut les tuer par tous les moyens ». Donc, il applaudit au massacre de septembre. Puis, quand il est élu député, il devient un très grand bourgeois qui mène la belle vie. Il est corrompu dans le scandale des Indes. Et il passe à la guillotine en germinal en 2, c'est-à-dire avril 94 selon son propre calendrier. Et il meurt le même jour que Danton. Chateaubriand, c'est le rousseauiste contre-révolutionnaire. Il a 20 ans au moment de la Révolution, au début de la Révolution, comme Bonaparte. C'est un cadet de famille, c'est un provincial, il est cadet, donc c'est un déclassé. Il ne se plaît ni dans l'Ancien Régime, ni dans l'aristocratie, mais il se trouve à Paris au début de 89, au mois de juillet. Il voit des têtes au bout des piques et il se sent qu'il n'est plus chez lui. Il décide de partir en Amérique, et dans ce voyage en Amérique, à l'opposé de la plupart des révolutionnaires de son temps, lui, il va choisir la cause indienne et il va critiquer le colonialisme. Donc, il va imaginer à ce moment-là une grande épopée pour défendre les autochtones. Ensuite, en 92, il revient en France, et là, il s'engage. Lui qui n'aimait ni le roi, ni l'aristocratie, eh bien, il faut qu'il choisisse son camp à un moment, et il choisit l'armée des princes. Donc, il choisit la contre-révolution. Il est blessé au siège de Thionville, il est envoyé en exil à Londres, et là, il vit vraiment comme un misérable. On peut donc dire qu'on a 3 écrivains engagés, impliqués physiquement dans leur temps, ou plutôt, on va dire, engagés dans les conflits dans lesquels ils sont impliqués. On a 3 voix, 3 écritures qui ont accompagné l'action et justifié dans leur texte le recours à certaines formes de violence. La violence militaire, la violence judiciaire et la violence politique. Alors, Sade, en
1795, juste après être libéré des prisons de la terreur, il publie La philosophie dans le boudoir. On peut dire que c'est une pornographie très ancien régime. Il se retrouve dans la même situation qu'il était à la Bastille, en fait. La philosophie dans le boudoir, c'est une fiction qui se situe dans un univers complètement aristocratique, donc complètement hors de son temps. Non pas contre-révolutionnaire, mais dans un univers d'avant la Révolution, comme si la Révolution n'avait pas eu lieu. À l'heure où les nobles sont guillotinés ou bannis, Sade imagine des nobles dans un monde qui n'existe plus. Le contexte de rédaction, c'est la terreur, Sade est incarcéré, on voit que les privilèges sont abolis, les nobles ont émigré, le tribunal révolutionnaire juge les aristocrates, il y a une société qui veut effacer le souvenir de l'ancien monde, et lui, il écrit une fiction dans laquelle rien n'a changé. Une petite maison de libertins où on fait des parties fines, des personnages nobles, un laquais qui est aux ordres, on lui dit tu viens, tu t'en vas, un jardinier qui est utilisé comme esclave sexuel, et c'est tout simplement un univers où domine l'abus d'Ancien Régime. Alors, la philosophie dans le boudoir, on peut dire que c'est un véritable catéchisme libertin qui est au rebours absolu de l'esprit révolutionnaire. On a un éloge de la mollesse, alors qu'à cette époque, on fait l'éloge de l'Hercule républicain. C'est une éducation dans un cadre domestique, alors que Danton a proposé une éducation nationale. Donc, c'est une vision de l'homme comme un animal qui serait apolitique, alors que la Révolution invente justement la vertu civique du républicain. On a un éloge absolu de la cruauté, je cite, « La cruauté, bien loin d'être un vice, est le premier sentiment qu'imprime en nous la nature. » C'est exactement l'opposé de ce que dit Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, qui est le maître à penser de cette époque-là, qui dit que la pitié est le premier sentiment et que tout le contrat social va être fondé dessus. Sade s'y oppose complètement. Les trois goûts du libertinage, la sodomie, les fantaisies sacrilèges, les goûts cruels, sont à l'opposé même de ce que propose la Révolution. Quoique, on pourrait en discuter. Alors, mais tout d'un coup, un pamphlet républicain sort de la philosophie dans le boudoir. Français, encore un effort si vous voulez être républicain. Pendant le 5e dialogue, on lit une brochure achetée au Palais de l'Égalité. Alors le Palais de l'Égalité, aujourd'hui, ça s'appelle le Louvre. Le contexte politique, si on veut, pénètre dans ce texte qui était complètement anachronique. Donc l'entrée du pamphlet révèle le caractère complètement anachronique de la fiction syndienne. Et symptomatiquement, on fait sortir le jardinier pendant que le chevalier lit le texte. Il n'y a pas plus contre-révolutionnaire que ça. Donc, dans Français, encore un effort pour être républicain, on a une critique de la religion chrétienne, l'éloge de l'égalité, première loi du gouvernement républicain, mais qui s'accompagne d'une condamnation de la peine de mort, à l'époque où la guillotine fonctionne à plein régime. Et surtout, c'est que la République qui est voulue, c'est un état d'insurrection permanente. L'état permanent d'une République, c'est l'insurrection. Or, au lieu d'avoir une République morale comme le voulait Robespierre, c'est une République qui entretient volontairement l'immoralité chez les citoyens. Donc on a l'éloge des vertus républicaines selon Sade, la calomnie, le vol, l'impureté et le meurtre. Alors, est-ce que c'est un plaidoyer pour le progrès social ou une fuite en arrière dans le passé féodal? Je cite un extrait de Français, encore un effort. « Jamais un acte de possession ne peut être exercé sur un être libre. Il est ainsi injuste de posséder exclusivement une femme qu'il est de posséder des esclaves. Tous les hommes sont nés libres, tous sont égaux en droit, ne perdons jamais de vue ces principes. Il ne peut donc jamais être donné, d'après cela, de droit légitime à un sexe de s'emparer exclusivement de l'autre. Jamais l'un de ces sexes ou l'une de ces classes ne peut posséder l'autre arbitrairement. » A priori, on y voit là un éloge de la République. Mais aussitôt, on a une note qui précise bien, attention, objet de jouissance et non de possession. C'est-à-dire, oui, je n'ai pas le droit de posséder une femme, en revanche, je peux en jouir. Donc, il y a une invitation au viol à partir de ce texte-là. L'énonciation chez Sade est toujours piégée, on s'en rend bien compte. Donc, le titre « Français, encore un effort pour être républicain » semble indiquer une fuite en avant vers l'avenir républicain que promet la Révolution. Et Sade est du côté des déchristianisateurs, contre Robespierre, qui souhaite une religion civile. Mais le critique Michel Delon a bien montré que l'écriture de Sade pousse à l'extrême l'anarchie féodale. La Révolution est l'occasion en fait d'abolir toutes les lois de l'Ancien Régime. Sa fuite en avant
dans la Révolution, exprime en réalité une volonté de retourner à une anarchie féodale. Dans mon château, je fais ce que je veux. Où est-ce qu'on est chez soi? Chez Sade, Sade se sent chez lui justement dans un univers même d'avant la monarchie absolue, dans l'anarchie féodale. Fabre d'Églantine, c'est l'auteur d'une seule pièce, on a pu le dire ainsi. Chateaubriand le dit, dans la coque de son église, comme dans la carcasse des siècles, Danton, avec ses 3 furimals, Camille Desmoulins, Marat, Fabre d'Églantine, organisa les assassinats de septembre. Puis la mort de la faction, le diacre et le sous-diacre de Danton, Camille Desmoulins et Fabre d'Églantine, périrent de la même manière que leurs prêtres. Fabre d'Églantine, auteur d'une pièce qui restera, montra tout au rebours de Desmoulins une insigne faiblesse. Il paraît qu'on n'apprend pas à mourir en tuant les autres. Alors, l'anachronisme est redoublé dans Le Philinte. Le Philinte, c'est la suite du Misanthrope que Fabre écrit en 1790. Il s'engage dès le début de la Révolution. Il met sa plume de dramaturge au service des idées nouvelles. Or, le paradoxe, c'est qu'il va utiliser pour cela un personnage ancien, Alceste. Il écrit donc une suite du Misanthrope de Molière. Il va recycler un auteur ancien, une forme ancienne, la comédie en 5 actes et en vers, et surtout un personnage réactionnaire. Il n'y a pas plus réactionnaire dans la littérature française qu'Alceste. Alceste, c'est un réactionnaire, on le voit à la manière qu'il a de s'habiller. Il vit à l'époque de Louis XIV, mais il est nostalgique en fait d'Henri IV et de Louis XIII. Il est nostalgique des hommes d'honneur à l'époque où on vit avec les courtisans. Et Alceste, on le retrouve au début de la pièce, il s'est retiré dans son désert, c'est-à-dire en fait à la campagne, à quelques kilomètres de Paris. Eh bien, où est-on chez soi? Telle est la question. Alceste ne se sent plus chez lui dans une époque dominée par l'intérêt. C'est plus l'époque des courtisans, là on a un saut dans l'histoire, mais dominée par l'intérêt. Je cherchais sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur on eut la liberté. Je ne le trouve point. Et quel endroit sauvage que le vice insolent ne parcourt et ravage. Dans la corruption, le luxe prend racine. Du luxe, l'intérêt tire son origine. De l'intérêt provient la dureté du cœur. Cet endurcissement étouffe tout honneur. Morbleu, grâce au destin qui de ces lieux m'exile, je veux voir une fois si ce vaste univers renferme un petit coin à l'abri des pervers. Il cherche un lieu. Il cherche un lieu en dehors de son époque. Et fuite en avant cette fois-ci, après la fuite en arrière d'être allé recycler les choses du passé, fuite en avant du texte, on va défendre la cause du peuple. Le grand aristocrate va défendre le peuple. Il y a un voisin qui est sommé de vendre de force son champ. Et pour ça, on lui fait des avances et on vient le menacer. Et donc, il va falloir opposer, dit Alceste, la terreur à la terreur, mais la juste terreur à la terreur de l'aristocratie d'argent. L'iniquité parut avec tant d'impudence que j'oppose en courroux au front de l'oppresseur le front terrible et fier d'un juste défenseur. J'avance un petit peu. Titres insidieux, procès ruses, incidents, créanciers suscités, persécuteurs ardents, bruit, menaces, terreur et domestique guerre, l'enfer est déchiné pour un arpent de terre. Donc lui, il oppose un front terrible à la terreur de l'aristocratie d'argent. À la fin de la pièce, c'est bien sûr le triomphe de la justice régénérée et le retour à la terre. Et Alceste le dit en ces termes, « Je ne m'en prends qu'au vice et jamais à la loi ». Et oui, il est ami de Danton et le personnage principal de la pièce sera un avocat. « Grâce au ciel, je suis libre et je puis sans contrainte inspirer aux méchants encore quelques craintes. » On est en 1790 et la terreur est déjà là. Il s'agit de faire peur à nos ennemis. Eh bien, libre aujourd'hui d'une poursuite infâme, je retourne à ma terre. Y voulez-vous venir? Bon, il dit ça à son avocat. L'idéal, c'est le retour à la terre. La ville, c'est ce qu'il y a de pire et finalement, la campagne, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, le progrès social, et c'est là tout le paradoxe, passe par un retour en arrière, un retour au temps d'avant et un retour à la terre. C'est ce que va illustrer le calendrier républicain. Le calendrier républicain, c'est vraiment une imagerie agro-pastorale pour une révolution, alors que c'est la première révolution des masses. Et telle qu'on voit là, germinal, floréal, fructidor, on est vraiment dans l'idylle. On a une cosmologie cyclique, pacifique et naïve, pour une époque qui est en fait une époque
d'instabilité, de violence politique et de guerre. Donc, le problème que nous pose le calendrier républicain, c'est la question du reflet. Est-ce que ce monde-là reflète la terreur qui est en train de rougir les rues de Paris? Eh bien, c'est ça ce qu'il faut comprendre. L'idéologie révolutionnaire produit ça, quelque chose qui est à l'opposé même. Donc on a le temps de la nature, le cycle des saisons, le temps de la révolution démocratique qui dit on sort du calendrier chrétien, mais aussi on est dans le temps où domine la bourgeoisie. Parce que le calendrier républicain, c'est le moyen qu'on a trouvé de faire travailler les ouvriers 9 jours sur 10 au lieu de les faire travailler 6 jours sur 7. Et c'est pour ça que la bourgeoisie a applaudi à l'instauration de cela. Alors, Chateaubriand, on va aller vraiment le plus vite possible. Chateaubriand, en fait, il refuse d'être de son temps. Tandis que la tragédie rougissait les rues, les bergeries florissaient au théâtre. Voilà ce que déteste Chateaubriand. On coupe la tête des gens et on chante « Il pleut bergère ». Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il ne supporte pas. Le conformisme idéologique qui est en fait une grande arnaque intellectuelle. Alors, les deux exils de Chateaubriand. Chateaubriand, il part en Amérique où il épouse la cause indienne, puis il va en Angleterre. En fait, les Natchez, son grand récit, ça raconte l'histoire d'un Français qui choisit de combattre du côté des Indiens contre les Français. Voilà. Donc, René, il choisit la justice plutôt que son pays. Il condamne la colonisation et l'esclavage. En fait, le choix de René, qui a lieu en 1727, donc retour en passé, dans la fiction, en fait, anticipe celui des émigrés qui vont choisir de lutter contre leur propre pays. Mais ce que critique réellement Chateaubriand, c'est la colonisation, c'est l'esclavage, et derrière tout ça, c'est le capitalisme. Sauf que le capitalisme n'existe pas en fait, réellement à cette époque-là. Donc, sans faire de l'anachronisme, en tout cas, on va dire que Chateaubriand montre qu'à partir de 1715, donc pas à partir de 1789, mais à partir de 1715, le monde est dominé par les intérêts et le monde est dominé par l'argent. C'est ça ce qu'il critique. Et en ce sens, il est rousseauiste et il propose des réformes sociales beaucoup plus en avance que les révolutionnaires. Pour conclure, mes conclusions critiques, on voit bien que entre l'histoire et la littérature, être de son temps, c'est toujours l'idée qui est liée à une domination de classe. Alceste, il était chez lui du temps de Louis XIII, au temps de Louis XIV, il ne l'est plus. Chateaubriand, on le voit, il n'était bien nulle part. Donc, il va essayer de construire un monde meilleur, qui se situerait non pas dans le passé, mais cette fois-ci dans l'avenir. Ensuite, en termes critiques, il faut dépasser le formalisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas étudier le texte ou le texte rien que le texte. Il faut étudier le contexte dans lequel il se fait. Sans ça, on ne comprend pas. On ne comprend pas le calendrier républicain, on ne comprend pas le Philinte, ou on ne comprend pas les Natchez, si on ne voit pas qu'en réalité, derrière cet anachronisme, cette anachronie revendiquée, il y a un discours critique sur le temps présent, mais qui le dépasse. Ce n'est pas qu'une œuvre de circonstance. Donc, le paradoxe de la modernité, c'est que la révolution qui est un énorme progrès, va aussi créer un conformisme esthétique qui est complètement rétrograde, tandis que Chateaubriand, qui est un réactionnaire, qui combat dans l'armée des princes, lui propose des idées qui sont nettement plus modernes. Pour finir, ouvrir la réflexion, je voulais terminer sur la modernité de Sade. Il me semble qu'on revit aujourd'hui, à l'heure des fictions, une certaine violence qu'on n'avait pas vue depuis Sade. Et c'est ça que je dirais qu'il y a une certaine modernité. Mais on pourra en parler. Ouais, je vous remercie. Désolé.